Bienvenue à Virage, bien content de vous retrouver pour une toute nouvelle saison. Et ça commence fort à l'émission aujourd'hui puisque nous avons la toute nouvelle Mustang Mach-E, véhicule 100% électrique de Ford. On vous en a parlé beaucoup, mais nous l'avons présentement ici même en studio. On va recevoir aussi M. Robert Poiti de la Corporation des concessionnaires de la provinciale de Québec. On va aussi répondre à vos questions. On va avoir des nouvelles de l'industrie. Si vous voulez nous poser vos questions, 670-9078, poste 230 ou encore virage@telemac.tv ou via notre Facebook. C'est les façons de nous rejoindre. Marc Bouchard, Jacques, bienvenue. Salut, messieurs. Hey, salut bien. Ça va bien? Très bien. Vous avez passé un bel été? Extraordinaire. Oui. Fantastique, mon cher. On s'est promené en masse. J'ai essayé bien des voitures. J'ai hâte d'en parler un peu pendant la saison. C'est ce qu'on va faire, on va en parler en masse. Jacques, Absolument. tu as fait un peu de camping. Je t'ai vu chez nous, donc tu en as fait un peu. Minimum. Ouais, à date, depuis le mois de mai, j'ai roulé 10 000 km. Alors, je me suis déplacé, les îles de Madeleine, la Gaspésie une autre fois, chez vous, et bien entendu, un peu partout au travers du Québec. Ouais. Moi, je l'ai snobé. Je suis passé dans son coin. Mais je suis passé à 10 km. J'ai dit non, moi, j'arrête pas. Non, J'ai assez de le peut-être voir pas là. toute l'année. On va s'en passer pour un moment. Non. Bon, on ne parlera pas des travaux parce qu'à Québec ou autour de Québec, c'est ce qui a retenu l'attention, les travaux sur le pont, les travaux sur Henri IV qui semblent que ça finira jamais. Sur les routes, je pense que le bilan routier va être quand même assez correct. Pour la prochaine saison, évidemment, ce qui retient l'attention pour nous, c'est les modèles qu'on veut essayer, qu'on va essayer et qu'on va vous présenter surtout. Il y en a plusieurs qui retiennent notre attention. Messieurs, qu'est-ce que vous avez hâte d'essayer et de présenter cet automne? Moi, j'ai hâte d'essayer le Bronco. Le Ford Bronco. Faut dire Là, que... est-ce qu'ils vont arrêter de le retarder, premièrement? Ah, bien, le Bronco, il est là, il est arrivé chez les concessionnaires. Bien, Il y a en plusieurs essai. Non. Il y a plusieurs livraisons de fait. Il y a des gens qui ont eu leur Ford Bronco. Et Oui. moi, je peux te dire... Donc, on va déjà, pouvoir l'essayer bientôt? dans à peu près 3 semaines, moi, je l'ai réservé. J'ai la version 2 portes, qui est un look un peu différent. Mais moi, je suis un fan des voitures hors route, des gros Jeeps et ces trucs-là. Alors, évidemment, j'avais très, très hâte de mettre le Bronco. Fait que dès que j'ai pu le réserver, je l'ai fait. Et c'est honnêtement le véhicule que j'ai le plus hâte d'essayer cette année. Ça, c'est une bonne nouvelle. oui. Ben moi, le Santa Cruz, ça va être quelque chose à essayer. J'en ai vu un sur la route. Et dans la rue chez nous, à part de ça. Et je me suis approché pour voir à quoi ça ressemblait. Et j'ai hâte de monter à bord pour voir qu'est-ce que ça va donner comme rendement. Et au niveau de la capacité de la boîte, là, on s'en reparlera. Moi, j'ai essayé le Santa Cruz parce que j'ai participé au lancement cet été, mais on a fait à peine quelques kilomètres. Là. Puis honnêtement, je pense que vous allez être surpris malgré tout. Ah oui. Mais oui, effectivement, je veux dire, moi, couché, je rentre à peine dans la boîte. En rafale, il y a plusieurs véhicules également. Chez Jeep, 2 véhicules d'importance. Oui. Le Grand Cherokee, là, on a la version Oui. allongée qui est arrivée chez les concessionnaires. On va avoir la version régulière qui va arriver aussi bientôt. Et le Wagoneer, Marc. Oui, le Wagoneer, le Grand Wagoneer, des véhicules de luxe. Écoute, on parle de véhicules là, 100 000 et plus dans le cas du Grand Wagoneer. On dit que le système audio à l'intérieur, c'est le meilleur système audio automobile au monde. Aïe, aïe. Alors, j'ai bien hâte de voir ça. Effectivement, ça fait partie des véhicules que j'ai très, très hâte de voir. On l'a vu rapidement, là, mais de l'essayer, de m'asseoir au volant, ça, j'ai hâte de faire ça aussi. Puis il semble avoir un marché drôlement intéressant pour ce véhicule-là, bord de ça, qui se prépare. Et le Grand Cherokee, bien, les gens l'attendent. Les gens l'attendent. On pensait que ça allait être peut-être un peu plus spectaculaire, tout comme le Wagoneer d'ailleurs, mais ça reste que c'est des véhicules qui vont, à tout le moins, c'est pas relancé parce que Jeep va extrêmement bien, mais qui va donner un nouveau souffle au Absolument. Grand Cherokee parce qu'on a étiré l'élastique jusqu'au bout du bout avec la génération actuelle qui, soit dit en passant, si vous voulez un Grand Cherokee, ils n'ont jamais été aussi peu chers, puis vous allez avoir une valeur sûre entre les mains. Là. Puis ce qui est intéressant, en fait, c'est que Jeep prend vraiment la tournure véhicule de luxe. Avec le nouveau Grand Cherokee, avec le Wagoneer, le Grand Wagoneer, on est vraiment dans la tendance de... On a des véhicules hors route qui sont capables, on l'a prouvé. Maintenant, on s'en va dans un autre groupe, vers une autre clientèle. Et je pense que ça va les aider à s'ouvrir beaucoup, là. On va en reparler, évidemment, mais je pense que là, on voit que le Grand Cherokee s'en va directement véhicule de luxe. La pression va être sur le nouveau Cherokee parce que là, on laisse un vide entre Wrangler, Compass. On va devoir boucher un peu la case que le Grand Cherokee occupe actuellement.
Effectivement. Au niveau prix, je parle. Fait que Effectivement, ça va assez, être quelque chose à voir parce que le Cherokee est un peu moins cher actuellement. Moins de capacité, moins de luxe, évidemment. Écoute, on verra ce que ça va donner. Mais là, on est à côté de la traque. Parce que les gens veulent savoir, les véhicules électriques, là, ça va-tu arriver en grand nombre? Est-ce que ça va exploser le marché du véhicule électrique? Écoute, il y a le fameux Volkswagen ID4. Moi, j'ai pu essayer un petit peu cet Il été existe? la version Il existe. américaine que j'ai essayé, qui d'ailleurs n'était qu'à 2 roues motrices. Celle qui va vraiment être populaire chez nous, ça, c'est le 4 roues motrices. Elle va arriver un peu plus tard cet automne. Ça fait partie des véhicules que j'ai très hâte d'essayer. Honnêtement, la conduite est intéressante, mais ce n'est pas vraiment un Volkswagen. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner sur la version à Chez 4 roues motrices. Chez Volkswagen, tu ne m'as pas parlé du Taos que tu avais hâte d'essayer, mais en tout Voilà. cas. C'est quoi? Je retiens mon souffle chaque jour. Le EV6 du côté de chez Kia aussi est une voiture qui marque une nouvelle époque, une nouvelle génération de véhicules électriques. C'est beau comme véhicule en Ah, plus. c'est ça, nouveau design. Le Ça va design. être magnifique. Et tu as évidemment le pendant Hyundai avec la Ioniq 5. Ouais. Tu vois que les deux, c'est la même structure, la même base, mais j'avoue que la Kia, moi, la Kia, Ils ont poussé fort sur le crayon. c'est vraiment un magnifique véhicule. C'est des véhicules qui semblent avoir plein de trucs particuliers, incluant les sièges inclinables et tout. Alors, ça aussi, j'ai hâte de voir ça. Ben, c'est le nouveau langage design aussi du côté de chez Hyundai. On lance quelque chose de complètement nouveau. Kia, bien, on était déjà lancé dans un nouveau design. Alors ça va être important. À la fin du mois de septembre, on va essayer aussi la Mazda MX-30. Plusieurs choses à retenir du Mazda MX-30, mais ça, on va vous garder la surprise pour lors de l'essai. Oui, on va en parler un petit peu dans les nouvelles aussi. Mais, Ouais. effectivement, le Mazda MX-30. Mais tu vois, on parlait de Hyundai, nouveau design, et qu'il y a aussi un véhicule que j'ai hâte d'essayer, c'est le Hyundai Tucson, le nouveau Tucson. Et avez-vous vu le nouveau Sportage? Évidemment, il n'est pas arrivé encore, mais le design promet d'être assez spectaculaire. Eux autres aussi. Les Coréens, ils frappent fort cette année. Vite. Et vite. Et là, ils arrivent avec des véhicules. On parlait du Santa Cruz, on parle des véhicules électriques. On est dans les petits VUS. Je pense que ça va être une année très coréenne cette année. Ouais, ils sont tout partout. Exactement. On a l'impression qu'ils sont tout partout. Et puis, ils ont des beaux véhicules, de beaux designs. Et c'est ça qui attire les gens en premier. Et au côté mécanique, ils sont là. Ils sont là. Et rapport qualité-prix, toujours, En plus. c'est là l'avantage. Merci beaucoup, messieurs. La saison est lancée, donc on voit qu'il s'en vient plein de belles choses. On ne s'ennuiera pas encore une fois cette année à Virage. Je peux vous dire qu'on va vous présenter plusieurs nouveaux véhicules. À la fin de l'émission, on fait tirer des billets. Des billets de quoi? Je vous invite à rester avec nous. On s'arrête pas. Ce segment d'émission vous est présenté par la Corporation Mobilis. Pour un emploi dans le domaine de l'automobile ou du camion lourd, pensez Corporation Mobilis. Voilà de retour à Virage et je suis maintenant en compagnie de M. Robert Poiti, président-directeur général de la Corporation provinciale des concessionnaires du Québec. Bienvenue à Virage. Bien, merci beaucoup. Merci de l'invitation. Bon lancement. Bien, merci beaucoup. Merci d'être là pour la première émission, M. Poiti, parce qu'on a plusieurs sujets. Évidemment, le premier sujet qui retient l'attention, c'est les mesures sanitaires chez les concessionnaires. Avec la pandémie, on sait que les concessionnaires ont été quand même beaucoup impactés. Comment ça va de ce côté-là? Bien, écoutez, je vous dirais que ça va bien parce qu'on suit toujours les mesures sanitaires, parce qu'on informe l'ensemble des concessionnaires sur ce que le gouvernement demande, mais aussi ce qu'on peut faire de plus, premièrement pour rassurer nos clients, mais également protéger nos employés. Donc, comme dans toutes les entreprises, tout ça a évolué. Alors, à partir de maintenant, bien, on travaille avec les critères gouvernementaux. Nos concessionnaires sont informés, c'est sécuritaire d'aller chez un concessionnaire et puis les gens peuvent, si vous me permettez l'expression, pouvoir voir les véhicules, s'asseoir dans les véhicules, il y a des procédures, mais c'est pas compliqué, c'est accessible et je dirais que malgré évidemment cette contrainte du COVID que tous les milieux publics ont connu, les concessionnaires tirent bien leur épingle du jeu et puis permettent évidemment à la clientèle d'être présente. Les gens aiment essayer les véhicules. Avant d'acheter un véhicule, c'est quand même assez important comme montant. Là, puis on veut se gâter, puis on veut choisir, on veut voir la couleur, on veut toucher au véhicule. Alors, on peut aller les essayer.
Complètement, puis même au niveau des couleurs, parce que, vous savez, j'ai un écran magnifique, je regarde un véhicule, quand je le vois en personne, des fois, là, je vois le véhicule, c'est pas tout à fait le bleu que je croyais. S'asseoir dans un véhicule, bon, est-ce que j'ai des privilèges à la Corpo? J'en ai sûrement, parce que ça me permet d'essayer de rouler avec, parce que je dis toujours, je les aime tous, moi, les marques des constructeurs, mais ça me permet d'essayer un peu plus de véhicules. Puis il m'est arrivé dans un véhicule que j'aimais, que j'ai eu de la difficulté à trouver pour moi, une position de conduite qui me plaisait. Alors, ça a été difficile. Alors, est-ce que, comme consommateur, j'aurais acheté ce véhicule-là? Sur le look du véhicule puis ses caractéristiques, oui. Mais sur le confort que moi, j'ai besoin, on a des physionomies différentes, ça ne répondait pas. Donc, c'est sûr que d'essayer son véhicule, c'est essentiel. C'est sûr que d'aller au concessionnaire, c'est aussi essentiel. Puis, c'est un bon moment. De le faire, puis je pense que ça se vit bien. Maintenant, l'information en ligne est extraordinaire, mais voir le véhicule, l'essayer, je pense que c'est ça qui fait décider le consommateur. L'odeur, toucher à l'intérieur, les matériaux, c'est vraiment le fun. C'est toujours là. Parlant des concessionnaires, il y a quelque chose qui frappe par les temps qui courent. Il y a plusieurs concessionnaires dont la cour est totalement vide. Donc, on voit qu'il n'y a pas ou peu d'inventaire présentement chez les concessionnaires. Donc, il y a un petit problème d'approvisionnement sur certaines marques, certains modèles. Oui, il y a eu et il y a des problèmes d'approvisionnement, mais il faut quand même replacer ça dans le contexte, là. Il y a aussi beaucoup de concessionnaires, je ne les nommerai pas parce que je ne veux pas en privilégier un plus que l'autre, mais en bordure d'autoroute dans la région de Québec, je suis passé à Trois-Rivières il n'y a pas longtemps où j'ai vu 3 concessionnaires où il y avait excessivement de véhicules. Je suis allé chez des concessionnaires avec des véhicules plus luxueux où on disait, bien, là, j'en ai 90, normalement, j'en ai peut-être 150, mais on est à la fin de 2021. Nous avons des 2022 en stock actuellement dans certains constructeurs. Donc, il est un peu normal que pour la grande majorité des constructeurs, qu'il y ait moins de 2021 actuellement et que les 2022 viennent combler le besoin des consommateurs. Bon, pour certains véhicules de niche, on l'a souligné, je pense aux camions. Dans certains cas, vous savez, puis je ne suis pas malaisé de le dire, là, si on pense au Ford F-150, bien, il faut le commander. Il faut regarder ça. Il y en a moins, c'est certain. C'est un des véhicules le plus vendus là, sur la planète. Alors, c'est certain. Maintenant, si vous savez que votre location arrive à terme, vous n'avez pas eu d'accident, vous n'avez pas besoin de demain matin du véhicule, vous pouvez construire, décider votre véhicule, savoir quand est-ce qu'il va rentrer sur la ligne, puis vous allez avoir la date d'arrivée. Mais par contre, je vous dis que dans une très grande majorité, les 2022 arrivent ou sont arrivés et viennent combler, d'une certaine façon, évidemment, la fin de l'année. Bien, ça, c'est un bon conseil de peut-être prévoir le remplacement du véhicule parce que certains, chez GM, on voit que les cours sont assez vides puis qu'il y a plusieurs modèles qui se font attendre présentement. Donc, peut-être de prévoir un peu, là, justement, à 6 mois de la fin de sa location, allez voir votre concessionnaire puis essayez de prévoir un peu. Si le véhicule que vous voulez n'est pas en inventaire, peut-être le commander. Ça sera un bon conseil. Bien, oui, puis l'année passée, comprenons qu'en début d'année, quand il y a eu évidemment l'arrêt des constructeurs, on avait des inventaires faramineux, donc vous pouviez choisir la couleur, le modèle, l'ensemble de l'œuvre. Ça dépend des gens. Donc, si vous tenez à une couleur, vous tenez à une série d'options, bien oui, vous pouvez, effectivement. Je veux souligner, par contre, je voyais une publicité il n'y a pas 2 semaines qui avait d'un constructeur qui avait presque 1000 véhicules électriques prêts à livrer maintenant. Alors, il y a quand même aussi, les gens qui sont intéressés par le véhicule électrique, du stock, là, si vous me permettez l'expression. Donc, il y a de l'inventaire. Et donc, ça aussi, c'est abordable. Les subventions sont toujours présentes. C'est une bonne nouvelle. Les élections sont en place, mais il n'y a aucune information que le fédéral ou le provincial vont retirer ces subventions-là. C'est quand même 13 000 pour certains modèles. Alors, mais dans d'autres catégories de véhicules qui consomment beaucoup moins, qui ont des bonnes performances, beaucoup plus écologiques, bien évidemment, ils arrivent. Les 2022 sont de plus en plus là. À la Corporation provinciale, M. Poitier, vous offrez plusieurs services, je dirais, pour la population, évidemment d'information, mais aussi de suivi et même d'accompagnement dans certaines situations. Juste nous rappeler un peu, là, parce que depuis votre arrivée, ça a bougé, puis ça va bouger beaucoup à la Corporation provinciale. Restez avec nous parce que dans les prochaines semaines, je pense qu'on va vous parler beaucoup de la provinciale parce que vous êtes en train de faire une petite révolution à l'interne. Oui, bien écoutez, vous savez,
toutes les industries évoluent. Alors, il faut évoluer avec la demande de la consommation, avec ce que les gens veulent. Donc, les gens ils sont de plus en plus et de mieux en mieux informés, et tant mieux. Alors, ils visitent les sites, mais ensuite, il faut aller au concessionnaire. Et là, bien, il y a les garanties, il y a le service, il y a les taux d'intérêt. Donc, les conseillers techniques sont là pour vous aider et puis vous permettre d'aller plus loin. Une chose qui est particulière cette année, malgré, évidemment, la COVID, ça a été quand même une bonne année qui a été concentrée. On aura les chiffres à la fin de cette année-là. Mais on s'est aperçu aussi que dans le véhicule d'occasion, il y avait une forte demande de véhicules d'occasion. Donc, les concessionnaires reprennent les véhicules qui reviennent de location. Vous avez un historique complet qui vous dit à quel moment il a été acheté, à quel moment les changements d'huile ont été faits, à quel moment les entretiens, y a-t-il eu des rappels, est-ce que le véhicule est en bon état et vous avez une garantie quand vous partez. Ça peut être le fun quand on regarde une publicité et ça dit « Ah, ça, c'est un très bon prix parce que je vois écrit très bon prix. » Ce que moi, je veux savoir, quel est l'historique du véhicule? Chez un concessionnaire, vous allez l'avoir. Un concessionnaire, évidemment, accrédité du Québec, peu importe le constructeur. Donc, pour ça, bien, on avait déjà, je vous dirais, une plateforme pour nos véhicules usagés qui, je pense, sont des véhicules de qualité, vérifiés, approuvés, avec des garanties. Donc, oui, effectivement, il y a de grandes nouvelles qui s'en viennent dans les semaines à venir pour une plateforme extraordinaire pour le consommateur et l'ensemble des concessionnaires et des gens qui veulent un véhicule d'occasion, en bon état, avec une garantie. On va s'en reparler et plus rapidement qu'on pense, M. Poitiers. Merci beaucoup d'être passé à Virage. Ça fait plaisir et puis bonne saison. Merci beaucoup. M. Robert Poitiers, président directeur général de la Corporation provinciale des concessionnaires du Québec. On s'arrête à Virage et on va bien rester là. Nous sommes de retour et c'est maintenant le temps des nouvelles de l'industrie avec Marc Bouchard. Marc, plusieurs nouvelles de l'industrie. On commence avec quoi? Bien, en fait, on va commencer par expliquer aux gens qu'on ne parlera pas de nouveautés de véhicules qui ont été dévoilées au cours des dernières semaines parce qu'on va tous se garder ça pour la semaine prochaine. Il y en a eu plusieurs, donc on va essayer de faire un petit résumé la semaine prochaine tous ensemble. On va se contenter d'aller vers de l'actualité. Il y a quand même des dévoilements, même si ce sont des concepts dont on va parler cette semaine. Et le premier, c'est le Subaru Solterra. Bon, le Solterra, c'est le véhicule électrique, le premier véhicule électrique de Subaru qui est développé en collaboration avec Toyota. Toyota qui nous a présenté le BZ4X, Oui. qui est un peu compliqué comme nom. Donc, c'est exactement le même genre de véhicule, sauf que, comme tu le vois, c'est une silhouette qu'on a gardée volontairement floue. Prometteuse, je dois dire, quand on se fie à ça. Et si vous allez fouiller sur Internet, vous allez voir toutes sortes de gens qui ont renversé l'image et tout. Et l'intérieur, écoute, je sais à quel point tu aimes les grands écrans. Bien, au moins, c'est bien intégré. Effectivement, mais tu vois qu'il y a vraiment des commandes particulières. Donc, évidemment, c'est le concept pour le moment. On ne sait pas si c'est la version de production. On n'a aucune idée de la technologie électrique. On n'a pas donné de chiffre, pas du tout. On voit juste un design très particulier, très moderne. Et ça va être disponible en version... Ça va être une année modèle 2023, donc disponible à peu près à la mi-année 2022. Oui, bien, on parle du dévoilement Salon de l'Auto de New York. Oui. Donc, toujours début avril. Donc, on devrait voir un dévoilement de ce côté. Moi, je ne prends plus de gageux ces salons cette année. Ben, en tout cas, salon qui soit virtuel ou pas, ça devrait être dévoilé dans ces eaux-là. Dans la série des grosses nouvelles qui ont frappé le monde des voitures électriques, c'est la Chevrolet Bolt. Chevrolet Bolt, qui a été, d'une part, rappelé. Au départ, c'était les modèles 2017 à 2019. Et là, on va jusqu'à 2022. Ça commence à être important parce qu'effectivement, on dit qu'il y a un risque que la batterie s'enflamme. Ça fait longtemps que la rumeur courait, là, Effectivement. qu'il allait avoir un rappel du côté de GM. Un HTSA américaine était sur le dossier. Voilà, le coup près est tombé. Là, c'est fait. Le rappel pour toutes les voitures. Attention, on a même arrêté la production de la Bolt. Donc, on va tout renouveler, évidemment, la façon de faire les batteries. On dit aux gens qui en ont une de ne pas excéder 90 % de charge, de ne pas descendre en bas de 115 km d'autonomie. Et quand on a fini de charger, s'il vous plaît, stationnez la voiture loin de la maison, pas trop proche. Gardez un extincteur proche. Et c'est tellement vrai que quand ils ont fait le rappel, moi, j'avais la voiture à l'essai et j'ai reçu le courriel me disant de faire tout ça. Oui, moi aussi, j'ai reçu un courriel parce que je vais la conduire dans pas longtemps. Donc, C'est ça. on voit qu'on donne ça. Mais c'est quand même une bonne nouvelle dans l'ensemble pour les propriétaires
parce que ça va améliorer avec le remplacement. Effectivement, évidemment pas pour les versions 2022, mais les versions 2017 à 2019, la nouvelle batterie va être 8 plus puissante que l'ancienne. Donc, on va augmenter l'autonomie du même coup. C'est une bonne nouvelle, évidemment, tout étant relatif. Il faut faire réparer la voiture, mais c'est quand même une grande nouvelle du côté de la Chevrolet Bolt. Rapidement, Volkswagen, bon, on sait, on a parlé beaucoup de la ID4, hein, mais celle qui s'en vient, c'est la nouvelle Jetta. Jetta GLI, qu'on a modifié un peu au niveau physique, des petits détails. La vraie grande nouvelle, cependant, c'est la motorisation de la Jetta. On avait pris le moteur de la Jetta, on l'a adapté pour le mettre dans le Taos 2022, et finalement, on prend maintenant le moteur du Taos et on le met dans la Jetta. Donc, c'est le moteur 1,5 litres, 4 cylindres turbo, qui passe à 158 chevaux au lieu des 147 qu'il y avait auparavant. C'était un 1,4, donc c'est le 1,5. On dit qu'il va y avoir plus de couple à bas régime, donc c'est une bonne nouvelle aussi, surtout pour la GLI, évidemment. Puis bon, là, il y a toutes sortes de changements esthétiques, des roues et tout ce que tu voudras, là. Mais bref, un changement assez important pour cette Jetta. Pas assez important au niveau esthétique à mon goût, à moi personnellement, mais c'est une voiture qui est fiable, qui est économique. Qui roule bien. Alors, voilà, on l'améliore un peu. C'est la nouvelle entrée de gamme chez Volkswagen, rappelons-le, parce qu'on n'a plus de Golf maintenant. Fait que c'est la nouvelle entrée de gamme. Écoute, il y a une autre nouvelle qui a pris tout le monde par surprise, en tout cas bien du monde par surprise, c'est le sondage de J.D. Power 2021 sur l'indice de qualité initiale. Bon, l'indice de qualité initiale, ce qui se passe, c'est qu'on regarde les voitures et dans les 3 premiers mois, le nombre d'interventions de concessionnaires pour n'importe quoi. Et parmi les principaux problèmes, entre autres, il y a l'intégration multimédia, comment tu peux brancher ton téléphone, mais ça va aussi au niveau mécanique et tout ça. Donc, on a 37 points que l'on vérifie et on regarde le nombre d'appels qui ont été faits. Au premier rang, c'est RAM. Wow! Écoute, c'est assez spectaculaire. Deuxième rang, c'est Dodge. On dirait que tu le lis en envers. Alors, on est vraiment au troisième rang. Mais c'est pas une surprise parce qu'on sait depuis quand même assez longtemps qu'ils sont rendus là. Oui, ils se sont RAM, améliorés. c'est les camions, puis se sont les améliorés camions, c'est les considérablement. voitures haut de gamme. C'est ça. Troisième rang, sans surprise, c'est Lexus. Et au quatrième rang, c'est Mitsubishi. Alors, on est vraiment dans un changement radical. Écoute, par la suite, bon, Nissan, Kia, Genesis, Hyundai. Alors, tu vois que les Coréens... Lexus, qui est en tête depuis 20 ans. Qui est encore le premier au niveau des voitures de luxe, mais tombe au troisième rang. Ouais. Et ce qui est fascinant, c'est que dans le top 10, tu as tous les Coréens. Hyundai, Kia, Genesis sont tous là. Alors, évidemment, au dernier rang, sans surprise, c'est Chrysler. C'est un peu assez étonnant quand on sait que c'est RAM. Audi et Tesla, qui sont les 3 dernières positions. Le premier peut se retrouver dernier, mais le dernier peut se retrouver premier dans le temps de le dire, surtout quand on n'a pas beaucoup de modèles, comme dans le cas de Chrysler. Exactement. Quand même des bonnes notes parce qu'on a pris des modèles spécifiques. Hyundai Accent qui a gagné, la Kia Forte, la Lexus RC, la Chevrolet Corvette qui ont gagné dans leur catégorie, Nissan Altima, Cadillac CT5, Genesis et Nissan Maxima. Donc, chez Nissan aussi, c'est une bonne année. Et une dernière petite nouvelle en terminant, parce que je l'aime beaucoup, c'est Ferrari. Hein? On n'essaie pas souvent des Ferrari. Mais là, on va te garantir un confort encore plus grand quand tu seras dans la prochaine Ferrari, parce que Ferrari est en train de faire breveter un système qui va détecter la chaleur corporelle de tous les passagers, qui va faire une moyenne et qui va établir la température automatiquement par le système de ventilation. Bon. Évidemment, certaines personnes ont tendance à être plus chaleureuses que d'autres. Exactement. Alors, il y a certaines situations que ça peut être cocasse. Effectivement, mais c'est un système... On a déjà ce genre de système-là, tu sais, qui mesure en général l'habitacle, mais là, ça pourrait se faire même par... On pourrait même aller jusqu'à des contacts dans le siège, notamment, pour déterminer quelle chaleur tu dégages et quelle température devrait être dans l'habitacle de la voiture. Le passager et le conducteur ne sont pas loin un de l'autre. C'est ça. Donc, la chaleur du passager peut venir t'incommoder assez rapidement. Alors, j'ai hâte de voir comment tout ça peut prendre. 3 secondes pour une dernière nouvelle, je dois t'en parler. Mazda qui nous a dévoilé son MX-30 avec son prix. 160 km d'autonomie, 42 150 pour la version de base, 47 150. Je sais que tu auras l'occasion de l'essayer dans quelques semaines, mais j'avoue que ça a fait frémir pas mal de monde de se retrouver avec une autonomie 2010 pour un prix 2021. Ça a laissé tout le monde bouche bée. Effectivement. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Alors voilà, on s'arrête et on revient.
Voilà de retour, c'est maintenant le temps de parler du tout nouveau Mustang Mach-E, un véhicule. Oui, on vous en a déjà parlé, mais cette fois-ci, nous l'avons en studio. On l'a mis à l'épreuve également. Alors, messieurs, c'est un véhicule extrêmement important pour Ford parce qu'on a fait plusieurs tentatives du côté de chez Ford. On ne les nommera pas, là, les fusions énergie et autres véhicules, Max, comment ça s'appelait? C-Max. La C-Max énergie, etc. Focus électrique, qui était quand même pas si mal, manquait un peu d'autonomie et la batterie descendait très rapidement. Bref, on a touché et on a essayé plein de choses du côté de chez Ford, Escape hybride, etc. On a fait beaucoup de travail pour essayer de se positionner au niveau technologique de façon en avant ou en avant-plan du côté de chez Ford. On a travaillé fort. Mais la vraie première voiture électrique du côté de chez Ford d'importance et qui frappe très fort, c'est le Mustang Mach-E. Je ne reviendrai pas sur le nom, là, on ne passera pas beaucoup de temps là-dessus, on en a parlé en mars. Je ne suis pas d'accord avec le nom Mustang. Point à la ligne. Je pense qu'on peut arrêter là. On aurait pu, avec la qualité de véhicule qu'on a là, on aurait pu être un petit peu plus original. Par contre, je suis 100% pour le design, avant, intérieur, extérieur, l'arrière, les clins d'œil qu'on a fait au Mustang, c'est vraiment extraordinaire. Et la qualité générale du véhicule, elle est impressionnante. Effectivement. En fait, on avait tous un peu de doute, justement, parce que, à cause de la relation avec Mustang, on disait comment on va nous interpréter ça. Finalement, on s'est juste contenté d'aller chercher des éléments iconiques, là, entre autres, bon, le fameux cheval, puis les feux arrière et tout, qui sont directement liés à Mustang. Pour le reste, on a vraiment créé un véhicule à partir de rien. Mais on nous amène un véhicule qui est efficace du point de vue électrique, qui est efficace du point de vue de la tenue de route. Honnêtement, c'est une version qui est... C'est un véhicule, c'est un VUS, en tout cas, mettons un multisegment, là, si on veut être gentil. Électrique, bien sûr, il y a des accélérations, mais la tenue de route, le comportement dynamique du véhicule est étonnant. Bien sûr, il y a des défauts, comme beaucoup d'autres de cette taille-là, mais honnêtement, c'est réussi. Et ça va tellement bien au niveau des ventes que, ne t'en déplaise, mon cher Daniel, on a vendu plus de Mach-E cette année que de Mustang régulière du côté de chez Ford. Oui, parce qu'il faut dire que ce n'est pas un véhicule qui part d'un véhicule existant. Donc, on a développé une nouvelle plateforme qui va être utilisée, évidemment, pour beaucoup d'autres véhicules. Ford sont les spécialistes à développer une plateforme et à la décliner en plusieurs versions. On n'a qu'à penser à Focus, là, qui était décliné en plusieurs versions, dont l'Escape était sur la même plateforme. Donc, on a quand même fait une plateforme et développé une plateforme originale pour ce véhicule-là. On va le reprendre, on sait déjà qu'on va la reprendre chez Lincoln très bientôt et ça devrait être une grosse surprise. Alors, tu as raison, Marc, que ça, c'est assez important au niveau design. Mais Jacques, toi, tu l'as essayé. Comportement routier et l'intérieur, il y a beaucoup de points que tu as retenus. Oui, bien, au niveau de l'apparence du véhicule, au niveau de la dimension, c'est pas un petit véhicule, là, tu sais. Parce que quand on parle de véhicules électriques, généralement, jusqu'à aujourd'hui, on parlait plutôt de petits véhicules, excepté Tesla, qui avait des véhicules d'une bonne dimension. J'ai aimé la finition du véhicule, j'ai aimé comment m'asseoir à bord et comment est-ce que tout tombait presque dans la main. Et j'ai aimé le rendement, la performance. On n'a pas besoin autant que ça, mais elle est là. Elle est là et j'ai aimé la façon qu'on peut utiliser le véhicule, par exemple, avec on a la e-pédale, on ne va pas la nommer, qui fait que quand tu t'accélères, Nissan vont te poursuivre, genre, Nissan vont te poursuivre. Oui, mais dès qu'on lâche l'accélérateur, je me demande si les feux arrière allument. Je me dis, me faire rentrer dans le derrière avec ce véhicule-là. Les feux arrière allument, je peux te le dire, j'ai vérifié. Mais c'est impressionnant au niveau performance, au niveau rendement, au niveau conduite. Où j'ai trouvé des points faibles, c'est au niveau des... Peut-être que les roues, on en parlait avec Marc avant l'émission, peut-être que les roues sont trop grandes ou quelque chose du genre, parce que dans les routes déformées, avec le pavé qui est un peu chaotique, j'ai trouvé que l'arrière avait un peu de difficulté à bien suivre la route. Mais en dehors de ça, embarquer là-dedans, puis c'est monter à bord, et puis c'est silencieux, c'est agréable, ça freine, une affaire incroyable. Et on a juste à regarder la dimension des disques qu'on a mis après ça. C'est du vraiment beau. Mais, alors, un peu comme Nissan l'a lancé, tu parlais de la e-pédale, qui est un terme utilisé pour Nissan, mais la conduite à une pédale que Ford utilise, donc qu'on peut activer ou désactiver, fait en sorte que la décélération est quand même assez importante et tu peux conduire et ne pas avoir à toucher au frein presque jamais avec cette voiture-là, sauf urgence ou dans certaines situations. C'est particulièrement intéressant dans les routes un peu sinueuses
ou, tu es meilleur que moi Oui. là-dessus, tu sais, tu peux vraiment doser beaucoup plus facilement en ayant activé la conduite à une pédale. Par contre, en ville, et les premières fois, il faut s'y habituer parce que, honnêtement, ça freine pas mal plus qu'on pourrait s'y Oui, attendre. oui. Et parfois, quand tu lèves le pied un peu trop rapidement, mettons que tu as tendance à te rapprocher rapidement du volant, je te dirais. Il y a des points importants que j'ai retenus, moi, que j'adore sur le véhicule. D'abord, fini les poignées de porte, c'est des portières électriques et c'est vraiment génial. Un petit bouton qu'on appuie et la porte s'ouvre d'elle-même. J'ai retenu un peu la porte, tu pèses sur le bouton, tu essaies de la retenir, tu vois que ça pousse très fort. Donc ça, c'est un point très intéressant. Hâte de voir en hiver, par contre, avec un peu Ouais. de glace par-dessus, là, mais on verra. C'est assez puissant, je ne suis pas inquiet pour l'hiver et ça a été d'ailleurs testé en temps froid. Évidemment, peut-être que ça peut coûter quelques caoutchoucs de porte si jamais il y a du verglas. La courbe de toit aussi que j'adore parce que ça nous donne un aspect coupé tout en gardant le côté utilitaire et en libérant de l'espace à l'intérieur. Donc ça, c'est un élément de design. Outre les petits clins d'œil à Mustang, c'est un élément de design que j'ai apprécié énormément sur le véhicule. L'ouverture des portes intérieures, l'ergonomie est-tu fantastique? Pourquoi on n'a pas pensé à ça avant? C'est vraiment très bien fait. C'est une petite poignée. Tu n'as pas besoin de te casser le poignet pour aller ouvrir la porte. Juste une petite planche très ergonomique, bien faite, bien pensée. Là où j'aime moins, c'est l'écran central. Il y a deux points qui me font dire que Ford avait peut-être un petit peu peur avec leur véhicule électrique puis qu'on voulait être sûr d'en vendre. C'est le clin d'œil à Mustang puis c'est l'écran clin d'œil à Tesla. Donc, on voit très bien que Tesla ont planté un iPad dans le milieu. On a fait la même affaire du côté de chez Mustang. On n'avait pas besoin de faire ça tant qu'à moi. On aurait pu l'intégrer à la planche de bord et l'auto aurait été joué, mais bon, on voulait quand même faire un clin d'œil parce que c'est typique véhicule électrique, cet écran central. Absolument. Mais le reste de l'aménagement intérieur, rien à dire, comportement, rien à dire. Il y a beaucoup de modèles. Là, vous allez devoir faire un peu votre travail lorsque vous allez magasiner. Il y a plusieurs versions et là, on peut choisir sa version. La version de base, il ne faut pas oublier, pour le Québec, c'est une propulsion. Donc, peut-être que moi, je ne la suggère pas, cette version-ci. Il faut préciser, par contre, que c'est la seule qui est admissible à l'aide financière gouvernementale. Toutes les autres versions ne le sont pas parce qu'elles sont trop dispendieuses en matière de prix. Là. Okay. Bon point, Marc. C'est vrai que de ce côté-là. Et pour ce qui est de l'autonomie, selon les versions que vous allez choisir, évidemment, l'autonomie va varier. Alors, vous pouvez avoir du 370 km, 340 pour une version de base intégrale, 425, 418, 480 pour la GT Performance haut niveau. Bref, il y a toutes sortes d'éléments dans lesquels vous allez devoir choisir votre version. Et au niveau des prix, ça part de 50 quelques mille. 51 000 à peu près. 52 000 à peu près. Jusqu'à 73 pour le modèle que nous avons 80, ici. Et la GT Performance va dépasser 88 000. 80. Oui, c'est ça. Mais ça, c'est le GT Performance. Ouais, ouais. Évidemment, ça va être Qui un va peu moins. arriver là, très bientôt. C'est pour lui dire aussi. que le prix, l'éventail de prix est immense. Mais Et- de version et de force moteur et d'autonomie, donc il faut faire un peu ses et de devoirs. batterie. Si tu as une batterie plus grande, bien, Oui, c'est ça. En fait, il faut préciser aux gens, là, il y a deux grosseurs de batterie Absolument. particulièrement. Il y a un rouage intégral et un rouage à propulsion. Donc, tout ça a une influence, évidemment, sur la capacité de vitesse. On parle, tu vois, on parle de celle-là, un 0-100 quand même en 5,1. Ouais. Ça commence à être vite pas mal pour un véhicule de cette taille-là. Un détail que je dois dire, quand moi je l'ai essayé, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est la vitesse de recharge. Parce que souvent, j'ai eu l'occasion d'essayer d'autres véhicules électriques et même en allant sur des bornes de recharge rapide, tu ne tires pas le maximum. Actuellement, le circuit électrique est en train d'en déployer à 150 et plus kilowatts de puissance. Je suis allé avec la Bolt, je n'ai jamais excédé 52 kilowatts de capacité. Alors qu'avec ça, j'étais à 110, 120 sans difficulté. Donc, évidemment, même sur une borne de rapide, c'est beaucoup plus rapide de recharge. C'est intéressant parce que ça nous permet évidemment de reprendre la route plus rapidement. C'est un détail qu'il faut quand même surveiller. Là. Et un point important, il y en a en inventaire. Oui. Ça m'étonne un peu Il y a- parce que tu Ouais. te promènes chez les concessionnaires, il y a 0 F-150. D'ailleurs, les problèmes d'inventaire, on va en reparler. Il y a 0 F-150, d'autres véhicules qu'il n'y a pas, mais il y a du Mustang Mach-E en inventaire. Donc, pour livraison immédiate pour les gens qui voudraient en avoir, c'est une voiture électrique très sérieuse dans le marché.
Moi, ce qui m'inquiète un petit peu, peut-être, c'est au niveau de la garantie. Tu as 3 ans, 60 000 km ou 5 ans, 100 000 km. Mais je serais attendu à avoir davantage de garantie sur, Attention, sur ce véhicule. ça ne couvre pas la batterie, par contre. La batterie est garantie plus longtemps que ça. La batterie est garantie jusqu'à 8 ans. Je pense que c'est ça qui fait plus peur aux gens, parce que c'est évidemment ça qui coûte le plus cher à remplacer. Donc, la batterie, elle est garantie jusqu'à 8 ans, ce qui est l'équivalent de tous les autres véhicules électriques sur le marché. Fait qu'on est à peu près là-dedans. Tu as raison pour la garantie générale, mais pour la garantie de la batterie, c'est plus long. Parce que je parlais avec mon fils qui est chez Audi, qui me disait que les batteries, maintenant, ils vont changer juste des cellules qui vont avoir besoin d'être remplacées. On ne changera pas la batterie au complet. Alors, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est des batteries modulables, donc évidemment, on change les cellules qui sont défectueuses. Justement. Effectivement. Merci, messieurs. Plaisir. Alors, voilà, on s'arrête et au retour de la pause, on répond à vos questions. Restez avec nous. Voilà de retour 670-9078, poste 230 ou encore virage de Télémac.tv ou via notre Facebook. C'est les façons de nous poser vos questions. Et à partir de maintenant, les gens qui vont poser des questions ou tout simplement me demander une paire de billets pour le Salon des véhicules électriques, bien, je vais en attribuer, oui, au moins une dizaine de paires. Au moins une dizaine de paires. Si je réussis à en avoir un peu plus, tant mieux. Mais si vous voulez aller au Salon des véhicules électriques qui aura lieu du 1er au 3 octobre au Centre de foire d'Expo-Cité, alors c'est la bonne façon de faire. Vous pouvez évidemment nous écrire ou tout simplement me les demander sur une de nos plateformes. Messieurs, on a plusieurs questions, donc on va essayer de répondre immédiatement. Manon, elle veut aider sa fille, visiblement, parce qu'elle dit « Ma fille regarde pour une Nissan Versa 4 portes neuve en achat. Je suis un peu nerveuse parce que dans la famille, nous avons toujours eu des Toyota depuis 15 ans. Donc, Toyota pour Nissan. Elle ne fait pas plus de 15 000 km par année. Est-ce que c'est une bonne voiture et est-ce qu'on peut la garder 8 à 10 ans? Bien, écoutez, la Versa arrive. Bien, elle était là, elle est partie, elle est revenue. Elle revient. C'est un bon petit véhicule, ça va bien. Oui, avec un bon entretien, à 15 000 km par année, c'est 100 000 km au bout de 10 ans. C'est ça. Je veux dire, c'est n'importe quelle voiture, si vous êtes capable de l'entretenir, si vous faites les entretiens demandés, mais que vous mettez de l'antirouille, parce qu'au bout de 10 ans, ça se peut que vous n'ayez besoin, ça va bien aller. Et il n'y a pas de risque, à mon avis. Là, vous ne serez pas plus déçu que si vous aviez une Toyota. Ce n'est pas un véhicule qui est à problème actuellement, la Nissan Versa, pas du tout. Une bonne mécanique. Puis elle est belle. Elle est belle, elle est spacieuse. C'est une bonne mécanique, c'est une voiture qui est confortable. Si on l'a conduit, on sait comment est-ce qu'elle va. Et la transmission, la boîte CVT, qui après ça, qui n'est pas extraordinaire, mais qui fait le travail. Ce qu'il y a eu à réparer, ça a été réparé. Mais il y a une version manuelle aussi là-dessus. Je ne sais pas s'il y a une version manuelle, je ne m'en souviens pas, mais moi, j'ai eu la version CVT qui va très bien. Ouais. Moderne à l'intérieur, moderne à l'extérieur. C'était pas le plus beau design par le passé. Là, maintenant, presque une copie conforme de la Sentra. Alors, c'est un bon achat. Et oui, 8 à 10 ans, je n'ai pas de problème avec ça non plus. Allez-y, vous allez vous amuser. De toute façon, chez Toyota, dans ce segment-là, il n'y a plus grand-chose. Non. Il n'y a plus grand-chose. Donc, il faut attendre les nouveaux véhicules qui vont arriver chez Toyota très bientôt. Mario, lui, il regarde pour une Audi A4 2017, manuel, 94 000 km. Est-ce que c'est fiable et durable? 2017, c'est pas vieux, ça? Non. J'ai pas le prix, j'ai pas le modèle, mais... Côté mécanique, c'est des bonnes voitures maintenant. Ils ont eu des problèmes antérieurement dans les années 2010, 11, 12, 13, 14, 15 peut-être. Je ne serais pas inquiet d'acheter une voiture comme ça. Le rendement est intéressant. Et c'est le coût d'entretien qui est élevé pour ces types de véhicules-là. C'est dans les véhicules de luxe. Alors, automatiquement, quand tu rentres chez le concessionnaire, c'est pas un prix affiché à 100 l'heure. C'est beaucoup plus élevé. Alors, c'est ça qui est inquiétant. Et vérifier aussi, j'ai eu une surprise quand quelqu'un m'a appelé la semaine passée pour me parler d'un véhicule semblable qu'il voulait acheter et que l'assurance, le coût d'assurance du véhicule, comment est-ce que c'était élevé comparativement à justement, c'est un type qui avait justement une Toyota et qui remplaçait une Toyota par un véhicule de luxe. Et il est tombé sur le dos de voir le coût de l'assurance du véhicule. Alors, il y a des petites choses à vérifier
lorsqu'on veut acheter un véhicule semblable. Et encore une fois, faire le tour, faire une bonne inspection au véhicule. Ce ne serait pas quelque chose qui... C'est quelque chose que moi, je suggère aussi. Madame Trépanier a dit « Je laisse ma location de CX3 et le concessionnaire me propose un CX30. » Donc, la logique des choses, évidemment, ça, c'est une bonne chose. Mais je ne pense pas avoir besoin de l'espace du CX30. Je pense plus à la Mazda 3 All-Wheel Drive. Est-ce que ce serait un bon achat et logique? Alors, allez-y, oui, c'est un bon achat et c'est logique. C'est un bon Puis on achat. retrouve la même mécanique, la même Absolument. plateforme, les mêmes affaires. Exactement. Sauf que, pour être tout à fait honnête, à peu près à prix égal, j'opterais quand même pour le CX-30, qui, je le trouve, est un petit peu plus moderne à l'intérieur, est un peu plus... C'est vraiment la plus dernière génération là, du côté de chez Mazda. Ouais. Je comprends que vous n'avez pas besoin de l'espace, mais vous ne perdrez rien au niveau de la consommation, vous ne perdrez rien aux autres niveaux. Vous allez juste gagner une opportunité supplémentaire si jamais vous en avez besoin. Elle est belle, la Mazda 3. Je l'aime beaucoup, la Mazda 3, mais l'espace de chargement est extrêmement limité. Je pense que vous... On ne sait jamais, on peut en avoir besoin 2 fois par année, au même prix puis avec les mêmes conditions. Ouais, c'est ça. Pourquoi s'en C'est priver? ça. Pourquoi pas? Ça devient votre choix, mais de prendre une Mazda 3 traction intégrale, c'est votre libre choix, puis vous ne serez pas déçu. L'hiver, ça va aller très bien, puis c'est une valeur sûre. Absolument. Alors, à ce moment-là, il n'y a pas de problème tant qu'à moi. À quand le retour des F-150? C'est Martin qui dit « À quand le retour des F-150? Les prix ont tout simplement pas de sens présentement et les concessionnaires vendent juste à leurs amis. » Bien, je pense que l'entrevue avec M. Poetti a répondu en partie à cette question-là. Mais c'est vrai que les prix actuellement sont extrêmement élevés, tout simplement parce qu'on n'en a pas, parce que la production est au compte-gouttes. Donc, écoutez, on ne s'attend pas à ce que ça va se calmer, malgré les prétentions des concessionnaires. Je suis obligé de vous dire qu'on ne s'attend pas à ce que ça se calme si rapidement que ça. Donc, ça ira probablement pas avant la moitié de l'année 2022, où vous aurez accès à peut-être un inventaire un peu plus volumineux, puis probablement les promotions qui vont aller avec. Oui, puis les prix affichés, c'est le prix, si vous le voulez, à payer ça, parce qu'autrement, vous ne l'aurez Mais pas. les acheteurs de camions ont été habitués de voir un prix 56 000 dans la vitre, puis après négociation, tu le payes 47 000, 48 000. Justement. Là, présentement, on sait très bien que si ça fait 4 camions que tu achètes avec un gros rabais et que tu vas chez le concessionnaire puis tu payes le prix dans la fenêtre, tu sais que tu laisses beaucoup de profit au passage. Alors ça peut chatouiller certaines personnes, puis je les comprends. Mais d'un autre côté, il n'y a pas d'inventaire. Alors, ça va, comme Marc l'a dit, se replacer bientôt. Mais moi, peut-être je vous suggère d'aller le commander d'avance si c'est un véhicule. Oui, parce dites-vous qu'actuellement, si vous voulez un camion, s'il y en a un rose et mauve, vous allez conduire un rose et mauve parce que vous n'avez pas beaucoup d'autres choix. Là. Et il y a plusieurs compagnies, je sais que très bien, qui ont été obligées d'acheter des camions qui n'avaient pas de besoin. On avait besoin d'un simple câble, on est obligé d'acheter un câble double, etc., parce qu'il n'y a pas d'inventaire. On regarde pour un Traverse, Passport de Honda et le Highlander. On va tracter une roulotte de 3000 livres environ. Écoutez, moi, le Traverse, je trouve que c'est un véhicule qui a mal vieilli. C'est pas un mauvais véhicule, mais c'est un véhicule qu'on sent qu'il n'est pas tout à fait aussi moderne que, entre autres, le Highlander, que l'on aime ou pas. Là. Il n'est plus à l'aise. Il n'est plus là. Il me semble qu'il a comme sauté une coche par rapport aux autres. Moi, j'aurais donc tendance à ne pas aller vers le Traverse. Le Passport de Honda, je vous avoue que c'est un véhicule qui est un peu différent dans sa personnalité. Moi, j'irais vers le Highlander, qui est peut-être un véhicule plus tranquille, mais qui va vous donner une tranquillité d'esprit aussi assez grande. Là. Il n'y a pas le Pathfinder qui arrive bientôt, qui va... Le Pathfinder n'est pas dans les choix. Le pilote avec le passeport, ça peut être aussi le pilote qui est peut-être plus directement dans la mire de ces gens-là. Mais c'est 3 véhicules qui sont recommandables. Le Traverse, on l'a modernisé un petit peu. Oui. Évidemment, c'est peut-être pas le véhicule le plus sexy sur le marché. Valeur sûre, et surtout pour la valeur de revente. Le Traverse, c'est ça qui le pénalise le plus, tant qu'à moi. Highlander, Passport, Pilote, c'est les véhicules qui vont vous donner davantage d'agréments de conduite, de valeur de revente, surtout. Donc, lorsqu'on achète, c'est là qu'il va faire. Et le Pathfinder, bien, ça, c'est un autre véhicule que j'ai hâte d'essayer, moi, en cours de route. 6 000 livres pour ça de remorquage. L'abandon de la CVT. Justement. Ça va donner... Une bonne boîte automatique, 9 rapports. Ça va être intéressant. Question existentielle de la part de Rémi. À quand une voiture électrique pas chère pour les étudiants?
Donc, pas cher, ça veut dire 20 000 et moins. Il n'y a même plus de véhicules à 20 000 et moins présentement, je pense, dans l'industrie. Donc, c'est pas demain la veille. Avec les rabais dans certains, la Leaf, on commence à être bas, le Niro commence à être bas. Il y a plusieurs petits véhicules qui commencent à être... La Bolt également, lorsqu'on calcule les rabais, on arrive dans 25 000. Là. Ouais. Tu vois, la Bolt, là, avec les taxes, mais après rabais, on parle de 33-34 000. Tout calculé. Tu vois, la Leaf de base est à 30... On vient d'annoncer une baisse de prix à 37 000 ou à peu près. Bon, tu rajoutes les taxes, moins 13 000, tu vas aux alentours de 30 000 encore une fois. Tu sais, on est à peu près dans ce niveau-là pour le moment. Écoutez, je ne pense pas qu'on va arriver à une voiture en bas de 20 000. Tu l'as dit, il n'existe rien, même au niveau à essence, avec des technologies éprouvées puis des usines largement payées qui sont capables de fournir un véhicule à ce prix-là. Alors, un véhicule électrique à ce prix-là, bien, Jacques l'a dit, regardez l'occasion, mais surveillez la valeur de la batterie parce qu'on ne sait jamais combien de temps va durer. Absolument, mais je ne suis pas inquiet. Ça va quand même bien au niveau des batteries présentement. Ce n'est pas la catastrophe qu'on annonçait au niveau des batteries des véhicules électriques. On avait peur, la fiabilité, le remplacement, les coûts de remplacement. On ne voit pas de ça, même sur des livres de première génération 2012. On regarde la vie de batterie qui est encore très bonne. Alors, je pense que la catastrophe, on peut passer. Les véhicules d'occasion, c'est effectivement un bon choix pour une personne étudiante qu'on ne veut pas payer trop cher. Merci, messieurs. Plaisir, Daniel. On se revoit déjà la semaine prochaine? Absolument. Parfait. Alors voilà, c'est déjà tout pour Virage. J'espère que vous avez apprécié. Il me reste qu'à vous souhaiter une agréable semaine et on se reparle la semaine prochaine. Bonne semaine. Cette émission vous a été présentée par les Centres d'inspection technique CAA Québec.